Étant jeune, j'avais aussi la volonté de combattre les injustices, constamment. D'abord, j'ai été délégué de classe, mais pour me défendre moi-même. Étant élève turbulent, je me suis dit, bon, si je suis délégué de classe, je pourrais me défendre. Mais comme mon nom commençait par un B, donc dès qu'on terminait avec Bilongo, il restait 24 élèves derrière. Donc je m'ennuyais au conseil de classe. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre la parole pour défendre mes camarades. Ça ne se faisait pas. Parce qu'à la fin, moi, j'arrivais à chaque fois, oui, moi, je me suis défendu, et vous, vous êtes fait terminer. Je me suis dit, bon. Et j'ai commencé à parler, à défendre un peu des camarades. Une fois, deux fois. Et j'y ai pris goût. Parce qu'au départ de ma vie, moi, je bégayais beaucoup. Donc je ne prenais pas la parole. Je ne parlais pas jusqu'à mes, on va dire, 6-7 ans. Donc j'avais emmagasiné beaucoup de paroles. Quand tout le monde parlait, moi j'observais les gens, je me disais, waouh, la chance, ils parlent. Dès que j'ai commencé à moins bégayer, j'ai commencé à parler à chaque fois. J'ai commencé à parler, à ne plus m'arrêter. Et donc, du coup, délégué de classe chaque année. Ensuite, délégué du collège, délégué du lycée, président du bureau des étudiants, président d'association dans ma ville. Donc, je prends la parole pour les habitants, je monte au créneau contre les injustices, qu'elles soient sociales, sociétales. Je suis très investi aussi dans le milieu du sport parce que quand je perds ma mère, je mets beaucoup d'énergie dans le sport. Je fais boulot, sport. Et j'ai créé une association sportive qui est basée sur le sport, on va dire, entre femmes. Parce que je mets beaucoup la thématique sport-santé. Sport-santé. Avec vraiment, et je demande vraiment aux gens du quartier de dire, vous êtes des mamans par exemple, des jeunes filles, vous travaillez, vous allez à l'école, prenez le temps aussi de faire du sport. Parce que le sport, c'est la santé. Le sport, ça permet aussi de faire plein de choses, de s'ouvrir à d'autres personnes, de créer une cohésion. Et en fait, on a créé aussi une communauté autour de ça. Et j'avais les mêmes personnes pour les actions associatives dans le sens sociétal, où parfois on faisait des opérations de nettoyage du quartier, ou parfois on montait au créneau quand il manquait des profs dans les écoles. Et c'est les mêmes personnes aussi qui étaient pendant les événements sportifs. Et je disais aux gens chaque fois, vous êtes avec moi au moment des événements sportifs, mais on a aussi des défis sociétaux à mener ensemble, des luttes à faire ensemble. Parce que dès le début, je savais qu'il fallait faire une convergence. Il fallait aller vers ça. D'ailleurs, ton voisin a un souci, même si ce n'est pas ton souci au moment X, sois vigilant parce que ça peut t'arriver après. Dès lors on gagne ce combat-là, où on explose les cloisons, on peut tout gagner après. Et tout ça, après, c'est les mêmes personnes qui ont fait campagne avec moi, politiquement, c'est les personnes qui ont été avec moi pendant mes combats associatifs, pendant mes combats sportifs. Et à chaque étape, j'écrivais. Et dès lors où j'ai été élu, je m'étais dit, bon, au bout de mon mandat, je pense à mi-mandat ou fin de mandat, il va falloir que j'écrive quelque chose parce que tout ce que j'ai maintenant, il faut le sortir. Et concours de circonstances, à l'Assemblée nationale, je prends la parole sur la situation des migrants sur l'Océan Viking. On a, au mois de novembre dernier, oui, c'était fin octobre, on a une alerte de la part de SOS Méditerranée qui envoie des mails à tous les députés pour dire voilà, nous sommes en mer Méditerranée, nous avons secouru des personnes. Malheureusement, Malte ne répond pas, l'Italie ne répond pas. Le droit de la mer, qu'est-ce qu'il dit? Dès lors où un bateau vient au secours de personnes qui sont en train de couler en mer, elle a le droit de les secourir. Ensuite, elle doit déjà, pas le droit, elle doit les secourir. Et ensuite, elle doit les déposer au port le plus proche. Malheureusement, Malte. Donc,
le bateau tourne, SOS Viking, l'Ocean Viking, tourne et tourne et tourne. Et malheureusement, les gens viennent de partout. Donc parfois, il y a des épidémies ou il peut y avoir des querelles dans le bateau. Les gens viennent parfois de Syrie, d'Afghanistan, du Bangladesh. Vous avez aussi en Sud-Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, du Soudan, du Cameroun, de Côte d'Ivoire. Tout ça dans le même bateau. Et il faut savoir que ces personnes-là, avant de prendre la mer, ils passent par des cas de figure très difficiles. Parfois, ils sont mis en esclavage, violés, torturés, drogués, tout ce que vous voulez. Moi, je dis bon, j'ai déjà fait des interventions à l'Assemblée nationale, mais pas de question au gouvernement. Parce que la question au gouvernement, c'est le mardi, c'est toutes les caméras figées sur vous, c'est l'hémicycle qui est plein. Et avec mon équipe, on a deux sujets. On a soit, c'est sur les transports en commun, parce qu'on avait une grosse grève du RERD, un gros souci sur la RERD, et les vies humaines. Donc on dit non, on va sur les vies humaines. Ça fait 13 jours. Là, c'est trop. Et personne ne répond. Borne ne dit rien, Darmanin ne dit rien, ce n'est pas normal. Donc, je monte en tribune, je suis le 27e. Donc tout le monde a posé ses questions, etc. En plus, ce jour-là, je ramène 5-6 personnes de ma circonscription avec leurs enfants. Je suis très fier, je dis voilà, c'est ma première question au gouvernement. Et 27e, je pose ma question, je commence, j'évoque la situation qui est problématique parce qu'on est au mois de novembre et il commence à avoir des intempéries aussi au niveau de la Méditerranée. Donc la météo n'est pas clémente. Je reçois une insulte raciste et ensuite il y a ce boom médiatique où très grosse exposition. Des gens parlent de moi sans me connaître. Il y a plein de plateaux qui se font. Des gens qui parlent, oui, M. Binyongo c'est un tel, M. Binyongo c'est un tel. Moi je fais 2 plateaux, exactement. 2 plateaux télé, en sachant que j'ai plus d'une vingtaine de sollicitations. Je dois partir le lendemain en Algérie, parce que je travaillais moi sur des questions mémorielles. Parce qu'au moment du 19e siècle, quand il y a la colonisation, la France décapite les résistants algériens et malheureusement les crânes sont conservés au musée de l'Homme de Paris. Donc moi je travaille ce sujet dès mon élection, je travaille le sujet depuis le mois de juillet 2022. Et j'avais acté de partir en Algérie, je partais en Algérie le 4 novembre. Donc la scène à l'Assemblée arrive le 3. Je fais un média très suivi et PMP le mardi 3 au soir. Je fais ensuite BFM le lendemain matin et ensuite je pars en Algérie. Et pendant plusieurs jours, différents médias me sollicitent mais je ne réponds plus. Et je vais en Algérie, je fais mes travaux parlementaires pour lesquels j'ai été élu. Et j'ai écrit dans l'avion, j'ai écrit sur le retour, j'ai écrit quand je suis en Algérie. Et je me dis à ce moment-là, je répondrai pas beaucoup aux médias, voire très peu. Et je dirai qui je suis au travers de mon livre. Donc c'est surtout ça qui s'est passé. Et avec tout ce que j'avais déjà emmagasiné comme archive, durant ma vie d'étudiant, ma vie de jeune garçon, ma vie de jeune des quartiers, m'a permis de sortir ce bouquin le 11 mai. Et j'en suis très fier parce que depuis sa sortie, j'ai fait différents pays, même pour le défendre, des pays francophones. Tu me posais la question de savoir comment il est reçu. Il est très bien reçu. J'étais au Congo pour défendre mon bouquin, j'étais en Côte d'Ivoire également. Et j'ai vraiment des bons retours de ces pays-là. Et ça me fait plaisir parce que dans ce livre, je parle aussi de cette terre que moi je n'ai que très peu connue. L'Afrique, moi je suis né en France et je connais l'Afrique indirectement par les récits de mes parents. Et
elle vit en moi, et parfois on est à chaque fois entre deux eaux. Où, une fois que vous êtes élu, vous défendez les intérêts français. Et quand l'exécutif français parfois va à contre-courant des intérêts des pays pour lesquels vous avez de l'estime et un affectif important, des fois c'est dur. Et aussi on doit chercher à chaque fois à faire le lien entre les deux, sans parfois privilégier l'un ou l'autre. Mais parfois tellement la société est violente, on vous renvoie quelque chose, on vous dit en fait vous n'êtes pas français en fait. Et une fois que vous allez en Afrique, on dit t'es pas Afrique, t'es pas congolais, t'es français. Et tu te dis où suis-je en fait? Il y a énormément de jeunes dans tout le pays qui sont comme ça. Quand ils vont en Algérie, ils sont français. Quand ils vont en France, on dit t'es algérien, pakistanais. Et depuis que je défends mon livre, je rencontre que plein de gens sont dans la même situation. Moi quand je suis en Turquie, on dit que je suis un français. Et dès que je suis en France, on dit t'es un turc. Pareil pour les Chinois, Pakistanais, le Colombien qui est en France. Et moi je dis à ce moment-là, en fait, il ne faut plus qu'on nous laisse nous renvoyer à nos origines parce que ça profite à quelqu'un. Ça profite à certaines personnes de vous renvoyer à chaque fois quelque chose. On vous renvoie à tuer ça. Pour vous contenir à chaque fois à une place. Due à l'exotique ou autre. Et je pense qu'il est là le combat. Je ne sais pas si je vais répondre à ta question. En tout cas, voilà. Il se défend bien. Après, je serai à Lyon la semaine prochaine, à Saint-Etienne. C'est super intéressant en tout cas de le défendre. Voilà. Félicitations, M. Bilongo, pour votre parcours élogieux, votre élection à l'Assemblée nationale française. On a souvent un problème avec la politique étrangère de la France en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo. Tout le monde chante que c'est le plus grand pays francophone en termes du nombre de locuteurs de la langue française, mais dans le cadre du conflit qui oppose la RDC avec le Rwanda, je vous pose cette question puisque comme je viens d'Australie, je ne saurais pas trop me limiter au seul cadre du livre, puisque je profite, après avoir fait des milliers de kilomètres, pour vider mon sac. Je sais qu'on aura d'autres occasions. Alors, la France a des intérêts énormes en RDC. Je vous dis ça puisque je sais que vous êtes député, mais comme vous êtes né en France, moi je suis né au Congo. Je suis internationaliste puisque de par mon travail, notre concept au niveau du consortium international du journalisme d'investigation, c'est de mener des recherches sur des phénomènes qui bloquent le développement dans des pays et de rechercher des pistes de solutions avec des populations au plus bas niveau de l'échelle communautaire. Alors, ça c'est important de le mentionner. La France a des intérêts énormes à RDC. Je donne un exemple banal. La société Orange, la société de téléphonie mobile Orange, a environ 20 millions d'abonnés en RDC. C'est plus que la population du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cap-Vert et de bien d'autres pays, et du Rwanda aussi. Alors, avec ces records, ça crée des emplois aussi bien en France, mais aussi, je reconnais que cette société apporte des solutions au Congo. La société Perenco est la seule société internationale qui exploite le pétrole de la RDC, c'est à Mwanda. Alors, après, il y a les Bolloré qui contrôlent la logistique, qui ont des contrats de construction d'infrastructures. Il y a Canal+, qui contrôle le secteur de l'audiovisuel, etc. Donc, on peut citer sans fin, quoi. Alors, maintenant, c'est clair aujourd'hui que la politique française et toutes les démarches qui sont faites au niveau des dirigeants ont échoué. C'est pour cela que nous recherchons des solutions au plus bas niveau. Maintenant, ma question en tant que représentant du peuple,
ayant une goutte d'eau, une goutte du sang congolais dans vos veines, est-ce que vous pouvez, par exemple, vous associer au combat que nous menons en tant que citoyens, puisque nous n'avons pas de mandat, ni au Congo, ni en France, puisque la France, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, rédige, initie ou participe aux résolutions sur le Congo. Mais le conflit ne fait que s'accentuer. Est-ce qu'en tant que député, puisque vous avez le mandat, est-ce qu'il y a moyen que nous puissions, par exemple, nous voir, mettre en place un cadre ensemble pour rechercher des solutions avec les citoyens? Je vous informe que le 28 octobre prochain, nous allons organiser, puisque vous avez évoqué la Bretagne, nous allons organiser une conférence internationale à Rennes sur le développement des 145 territoires de la RDC pour capter les énergies de la diaspora et les orienter vers les territoires. Notre objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions à travers les soft power, pas seulement en faisant la guerre, mais nous voulons mettre en place des solutions d'organisation. Alors voilà, je m'arrête par là, voir si déjà c'est une invitation que je vous adresse pour le mois prochain, le 28, le 29 et le 30. Il y aura des Congolais qui vont venir de partout. En Australie, les gens sont en train d'acheter des tickets. Aujourd'hui, on m'a informé qu'il y a des gens qui achètent des tickets pour venir en Argentine, au Brésil, au Canada, aux États-Unis. Ça serait une fierté pour nous d'avoir monsieur le député Bilongo parmi nous, mais surtout de participer de manière holistique à mettre en place un cadre pour que nous puissions rechercher des solutions ensemble. Merci. Merci. Ces personnes vont se déplacer, ils vont quitter la région. Le pétrole va être extrait du sol, il va aller directement vers l'Europe. Ils vont prendre le pétrole, ils vont ramener en Europe, en France, qui puiser. Les personnes vont quitter leur village, ils vont aller vers la capitale. Arriver à la capitale, elle est déjà surpeuplée. Les gens vont aller ensuite vers le nord. Et en fait, ils vont suivre leur richesse. Perenco va exploiter les énergies fossiles en RDC. Elles vont aller vers le nord. Et les gens aussi, quand ils se déplacent, ils vont vers le nord, vers leurs richesses où elles sont exploitées. Et là, il y a un sujet important. Parce que quand on a des cas de figure, on dit on a des personnes qui arrivent à Lampedusa, on ne comprend pas comment il faut gérer la situation. Ben, ces personnes qui sont dans les flux migratoires, ils sont à l'origine de ça mis en difficulté par des entreprises françaises qui sont dans les territoires africains et qui exploitent les énergies fossiles et déplacent la population avec des projets climaticides. Là, j'ai dit Perenco, mais je peux dire encore plus récemment Total, avec le projet ICOP en Ouganda et en Tanzanie. Et au final, nous, on est loin, on dit, bon, c'est un problème qui va concerner les Africains entre eux. En fait, là, vous avez des Français, monsieur les Australiens, mais je pense qu'ils sont venus à plusieurs, vous avez des Français qui sont d'origine congolaise, par exemple, qui vont être super impactés par ça. Aujourd'hui, il y a même des Français qui sont écologistes, qui luttent contre ces projets-là. C'est là qu'il faut faire le devoir de formation et créer une convergence. Parce que, je vous le dis aujourd'hui, c'est une minorité de personnes capitalistes qui vont se dire on est content de ce qui se passe. Mais dès lors où on informe les gens de ces sujets-là, ils sont contre ces projets-là. Parce que vous parliez du Houphouët-Boigny, non, pas du Houphouët-Boigny, de la Côte d'Ivoire. Justement, Houphouët-Boigny disait, le président qui voulait défendre, ouais, il disait que un morceau de bois peut rester dans l'eau pendant longtemps, il ne deviendra jamais un crocodile. Vous êtes né ici et vous avez une civilisation, vous avez quand même le sang congolais, on revient encore au Congo. Mais vous avez été élu pour les intérêts des Français. Donc vous défendez d'abord les Français qui vous ont amené à la chambre basse. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le jeune Congolais, ou les Congolais du futur, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils peuvent être fiers d'avoir
un frère ou un compatriote à la chambre basse de la France, un pays, d'ailleurs vous êtes la preuve que vous êtes vraiment intégrés. Est-ce que peuvent, en pensant à vous, se dire, nous sommes fiers, mais pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez défendre dans vos assemblées, est-ce que vous pouvez défendre les intérêts de votre pays d'origine, qui est un pays solution, comme on dit aujourd'hui, qui donne de l'air, qui donne tout ce que vous avez cité. Vous allez vous battre pour l'Ukraine, vous allez défendre ce qui se passe, etc., parce que vous êtes humaniste, donc vous pouvez aller défendre même vous l'avez dit, un pays asiatique, là. Est-ce qu'il y a moyen de parler sérieusement, d'influer, comme a dit notre frère, sur l'Assemblée pour qu'ils votent et pour qu'ils dénoncent cette injustice qui est faite à votre pays d'origine? Des millions de morts, des femmes violées, et tout le monde se tait. Le voleur, je termine par là, dans la loi il est dit que le voleur et les receleurs sont condamnables. Le Rwanda vole, pille le Congo et vend à qui? Il est premier producteur de cobalt. Il n'y a pas un seul grain de cobalt, je ne sais pas quoi, au Rwanda. Pourquoi est-il premier? Il a eu ça où? Il a volé au Congo et il vend à qui? Aux receleurs, qui acceptent ces minéraux qui viennent du Rwanda. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je m'arrête là. Dans les pays du Sud, la France en sortira grandie. Grandie. Surtout si ces pays sont des pays francophones. Vous savez, il y aura une belle relation. Mais quand ces pays sont meurtris, ils auront toujours à nous dire la France nous a abandonnés, etc. etc. L'intérêt de la France, c'est un pays qui a été avant-gardiste sur ces questions-là. Et qui est la paix dans le monde. Moi, c'est mon rêve en fait, la paix dans le monde. Et nous ne devons pas avoir des entreprises françaises qui créent des désordres dans le monde. Parce qu'au final, il y a des répercussions qui nous impactent. Vous me suivez? Et moi, il peut y avoir des Congolais capitalistes qui se disent aussi, nous on s'en fout parce que quand le Rwanda récupère, c'est passé par des circuits informels, nous-mêmes on profite, on prend de l'argent. Il faut savoir qu'il y a des Congolais qui profitent aussi de ça. Je vous dis, oui. Mais il y a des Congolais humanistes, des Français humanistes, des Américains humanistes, qui sont contre tout ce qui se passe. Les peuples sont frères. Mais dès lors où certains ont des intérêts particuliers, malheureusement, ils ne seront pas solidaires. Moi je suis convaincu, et j'en ai fait l'expérience, que des personnes sont satisfaits, pourtant ils ne me connaissent pas, ils sont à des milliers de kilomètres, ils vivent à Kinshasa ou à l'est du Congo, et ils sont contents que leurs paroles soient portées. Grâce à qui? Grâce à des ONG françaises. Moi des fois je ne suis pas sur place, c'est Oxfam qui est sur place. Oxfam est une ONG française. Amnesty International, il y a des Français aussi qui sont là. Ils sont là et ils nous font de retour. Il y a un historien qui est très bon, M. Clément Boursin. Il est excellent. Il est sur Paris, il a été au Congo plusieurs fois. Et il connaît le Congo davantage que moi. Moi j'étais au Congo uniquement 3 fois. La première fois c'était au mois de janvier dernier. Je ne connais pas. Hein. Mais c'est 6 millions de morts. Ça m'affecte. Peu importe le pays où vous êtes, où vous venez, quand on vous dit que les femmes sont violées, quand on vous dit que pour accéder aux mines, les enfants de 12-11 ans, tout le monde est affecté. Et aujourd'hui, quand on parle de crise migratoire, on se dit qu'il faut trouver des solutions. Ça passe par des pays où les gens peuvent avoir des ressources pour subvenir à leurs besoins, puissent y profiter sur place, avec des industries. Et tout le monde y gagnerait. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Et c'est des choses, c'est là où on ira, parce que d'ici à 2030, souvent les rapports du GIEC ou les rapports des différents climatologues, le dérèglement climatique va faire déplacer 2,9 millions de personnes.
pays où ils vont où? 2,9. Ils vont aller vers les pays du Nord. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des réfugiés climatiques. Il y a l'adaptation, le changement climatique, mais il y a également les solutions industrielles et économiques pour ces pays-là. Parce que sinon, on ira vers l'échec. On n'a qu'une planète. On prend le monde, on tourne comme ça. Là, c'est pareil, si vous voulez, on tourne, c'est pareil. Donc si un pays va mal, tout le monde est impacté au final. Le Pakistan, il y a un sujet au Pakistan, on va être impacté. Il y a un sujet en Afghanistan, on va être impacté. C'est ça en fait qu'il faut faire. Et moi, à mon échelle, je fais des petites convergences dans les quartiers. Et je pense qu'au niveau des pays, pour faire des convergences, tout ira mieux. Excusez-moi d'insister là-dessus. J'insiste. L'Assemblée nationale française. J'ai déposé une résolution. À l'Assemblée nationale française, j'ai déposé une résolution. Cette assemblée a condamné la Russie. Clairement. Clairement. Mais cette assemblée ne peut pas citer même le nom Rwanda dans sa bouche. Cette assemblée ne peut même pas citer le président rwandais qui est là depuis 30 ans, je ne dis pas 40 ans, et soutient cette soi-disant démocratie du Rwanda, le pays exemplaire. Et cette même assemblée accepte que la France achète des minéraux congolais au Rwanda. C'est des receleurs ou pas? Ma question elle est claire. Est-ce qu'on peut dénoncer cela clairement dans l'Assemblée l'une des plus démocratiques du monde? Sur le site de l'Assemblée nationale, ma résolution est disponible. S'il vous plaît, lisez-la. Merci. S'il vous plaît, lisez ma résolution. C'est très important. Elle est disponible sur le site de l'Assemblée nationale et je pense que c'est un bon pas en avant. Ça répond à vos questions. Mais attention parce que beaucoup de gens critiquent la France en termes d'ingérence, mais parfois vous demandez aussi à des parlementaires français de s'ingérer. Même si c'est s'ingérer pour des bonnes questions, ça reste de l'ingérence. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi. C'est ça que non, mais je réponds juste sur cet angle-là. On va demander à chaque fois à la France de faire quelque chose. Maintenant, il faut prendre en considération qu'il y a un exécutif qui est en place. Si vous voulez que M. Bilongo soit dans l'exécutif, il faut que le parti de M. Bilongo, éventuellement, soit au pouvoir. Et on pourra porter ces questions-là en étant dans l'exécutif. Mais si vous voyez que les parlementaires, même sur les sujets français, on a du mal à se faire entendre, on subit des 49.3, alors pour les sujets qui sont à 6000 km, ça va être dur. C'est vrai, non? Ah, vous avez l'opération. Oui, bon, je suis Simpi Saïnigo, JRI, journaliste reporter d'image et présentateur radio sur fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM, c'est radio FM en région parisienne. Alors, ma question, déjà, c'est de savoir comment voyez-vous votre avenir politique au-delà de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez votre avenir politique ici en France, en Afrique, au Congo? On envoie une soirée. Parce que sinon, c'est pas mon envoie. Bon, c'est jamais. On a vu comment il s'appelle, celui qui est en Espagne. Valls. Oui, oui, il était candidat en Espagne. On sait jamais, peut-être que vous pourrez être le futur président du Congo. Moi, je suis français. J'ai écrit dans le titre en plus. J'ai écrit droit français, mais on ne peut pas toujours m'en parler. Bon, en même temps, une deuxième question, vu que vous parlez de noir, on sait qu'il y a souvent en France, c'est un peu difficile de parler des couleurs de peau et tout. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous taxe un peu de communautarisme et tout ça? Non, je pense pas. Enfin, déjà mon mandat, je suis à un an et demi de mandat, par exemple. Je suis très bien dans ce territoire, je me sens utile à la cause. Et à chaque fois, on demande l'avis des Français. Je vous le dis, chaque fois, on ne dit pas quel est l'avis des Espagnols sur tel sujet. Quel est l'avis de l'Italie sur tel sujet. C'est vraiment un facteur plus des parlementaires français. Moi, j'adore ce mandat. L'avenir, je ne sais pas. Faire un deuxième mandat. Demain, si la gauche est au pouvoir, être dans l'exécutif, je pense que je serai aussi très utile pour mes aspirations humanistes. Et je n'ai pas l'ambition de devenir
président de RDC, Côte d'Ivoire. Je ne maîtrise même pas les sujets en plus. Et je pense aussi qu'il y a de personnes talentueuses qui sont sur ces territoires-là, qui peuvent l'être, et le fait de partir prendre la place de quelqu'un d'autre, pour moi c'est pas... Voilà. C'est ça le sujet. Et la deuxième question c'était... Le côté communautarisme. Ah, communautarisme, non, j'ai pas peur, parce que je ne le suis pas en fait. Je suis pas du tout, je suis avec tout le monde. On m'a mis cette étiquette-là à un moment donné, quand on m'a dit islamiste, à un moment donné, bon, après c'est insulte à tout le monde. Hein. Des fois je me dis, ah, c'est parce que je suis noir, après je vois qui dit ça, Jean-Luc Mélenchon, islamiste, je dis, bon, ça me rassure. On insulte tout le monde d'islamiste, et qu'on n'est pas d'accord. Parfois on va dire juste, il manque des profs, ah, t'es un communautariste. Ah, un extrémiste. On évoque juste des sujets importants de la société. On manque de profs, les salaires des profs sont mal payés, on manque d'AESH, et on dit ah non, c'est des islamistes. Bon. Je pense que les Français sont plus intelligents que ça, et beaucoup l'ont compris. C'est des petits raccourcis comme ça, ça profite à une partie des personnes qui aiment bien ce petit jeu-là. Mais non, même quand les personnes qui le sont, combat ça, je dis non, il ne faut pas rester contre vous. Il faut casser les clivages. Et toute ma vie, moi, c'est un témoignage de cassage de clivage. Je dis aux autres, tu viens avec lui, vous vous mélangez. On arrête entre soi. On a les mêmes problèmes, discutons ensemble, avançons ensemble. C'est ça la France. Et moi, à la France 98, j'avais 8 ans, on a Coupe du Monde, j'étais super content. Et même quand j'ai grandi, je ne savais même pas c'est quoi les couleurs. À l'école, on n'avait pas de couleurs. C'est en grandissant, là, ils nous ont monté plein de trucs. Ah, un tel, il est ça, lui, il est ça, lui, c'est la Turquie, mais la Turquie, c'est ce côté-là, la Turquie, c'est ça. Je dis, waouh! Jusqu'à mes 25 ans, il n'y avait pas tout ça. Et on a inventé plein de trucs pour nous séparer. Mais on ne veut pas de ça. Parce que quand tu divises, c'est diviser pour mieux régner. Alors on va dire, ah, bah eux, bah, ils vont aimer un tel. Eux, ils vont aimer un tel. Je dis, mais non. À la base, on a tous les mêmes valeurs. Pas parce que tu es telle religion ou telle religion. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Non, pardon, non. Je faisais signe à... Le Parlement qui n'est pas forcément celle qui est médiatisée en fait, c'est les petites ententes, parfois peut-être les accords que vous avez eu avec des personnes qui sont absolument opposées à votre parti, à vos conceptions politiques. Et comment il peut y avoir des moments où finalement vous parlez avec des personnes qui sont absolument, enfin dans d'autres partis, ça se passe bien et que peut-être des personnes de votre parti vous déçoivent un petit peu dans leur conception, dans leurs approches. Et comment toute cette vie un peu souterraine est en accord avec la vie publique, médiatique que vous devez avoir de soutien au parti, de l'AFI. Comment ça se passe en fait tout ça? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pensez aussi, comme jeune parlementaire, que vous avez apporté un changement un petit peu dans cette vie du Parlement, dans les accords, dans les soutiens, les alliances? Comment ça se passe tout ça, cette partie un peu souterraine un petit peu de la vie de parlementaire? Très bonne question. C'est l'endroit où les parlementaires vont chaque fois entre sessions, pendant les sessions, pour discuter. Et là, j'ai observé, moi je suis un jeune parlementaire, je suis tout nouveau, donc je regarde, j'observe beaucoup. Et j'ai vu des députés de tous les bords boire des verres ensemble, Marine Le Pen avec un tel, etc. Tous les clivages politiques. J'ai dit, waouh! Ah bon? C'est comme ça et tout. Et les gens discutent. Et après l'insulte que j'ai subie, moi, j'ai eu quand même un soutien de différentes familles politiques. Qui sont d'une voix, qui ont de la majorité, etc. Et jusqu'aujourd'hui, après, parfois on se parle, ils vont dire bonjour, ou j'ai été co-rapporteur avec Mme Barbara Pompili, pour la COP27, COP28, c'est l'ancienne ministre de l'écologie qui est députée italien, et qui a battu une personne que je ne connaissais pas, qui maintenant est une militante que je connais bien et que j'apprécie. Et elle m'a dit, ah bah t'es ami avec Barbara Pompili, je vous ai vu en photo, etc. T'es un traître, mais voilà, les gens qui tiennent un peu là-dessus. C'est sûr qu'à un moment donné, le clivage politique il existe. Il fait que parfois, on va discuter avec un député, j'ai été avec elle, on était co-rapporteurs, on a voyagé ensemble, on est partis en Égypte ensemble, on est partis à Dubaï ensemble pour faire la COP28. C'était juste avant les retraites. Il y
avait discuté plein de trucs, elle était d'accord sur plein de sujets. Et au moment du débat sur les retraites, il y a des moments où Mme Pompili, Barbara n'était pas là. Quand je dis Barbara, qu'est-ce que tu vas faire pour le vote, elle m'a dit Carotte, je suis d'accord avec toi, etc. Mais le jour J, elle n'est pas venue par exemple. Et là, on est déçus. En fait, on va nouer des liens avec des personnes, des affinités, on va discuter avec eux, on va leur parler de la vie réelle. Ils vont être parfois d'accord avec nous, mais dès qu'on va rentrer dans l'hémicycle, on va les voir changer. Et là, en fait, voilà, le masque qui tombe, on est déçus. Et là, en fait, c'est là qu'on prend un coup, on se dit, on a beau boire un coup ensemble, discuter des vrais sujets de la vie, mais si derrière, ce parlementaire-là, dès qu'il remonte dans l'hémicycle, il n'est pas capable de ne pas voter ou voter contre, ou dire à son groupe c'est pas normal, on est déçus, quoi. Après, c'est par rapport à sa morale. Moi, un parlementaire qui me dit Caro, je suis pas d'accord avec toi, on n'est pas d'accord, basta. Mais déjà, on va discuter avec certains, on est d'accord, etc. Mais derrière, dans Lyon, où au niveau du pupitre, ils n'agissent pas, en conséquence, ça déçoit. Voilà, un parlementaire qui aime beaucoup l'Afrique. Quand il va en Afrique, il est accueilli comme un roi. C'est un ancien parlementaire français qui est très connu. Mais quand il faut parler des sujets cruciaux, il n'est pas là, il est absent ou autre. C'est décevant pour moi. C'est ça les vrais sujets. Mais voilà, on peut discuter. Mais moi, je me limite vraiment. Voilà, pas grand chose. Ça fait qu'1 an et demi. Demain, vous mettre une petite peau de banane, vous allez glisser, vous allez dire des choses, vous allez vous libérer avec eux. Et derrière, vous utilisez contre vous. Mais quand même, les députés Renaissance, je trouve qu'ils ont de l'empathie pour moi. Je pense parce que par rapport à ce que j'ai vécu là-dessus, ils n'aiment pas trop m'attaquer Renaissance. J'ai beaucoup les députés du RN qui m'attaquent beaucoup. Et ceux de la Majo, je sais pas, ils m'aiment bien, je sais pas pourquoi. Parce que peut-être je suis quelqu'un de plus ou moins calme, posé, qui crie très peu, même pas du tout. Peut-être qu'ils voient en moi un possible soutien, mais je ne le serai pas, mais je sais pas, je trouve quand même qu'ils ont avec moi, ils ont du tact par rapport à d'autres personnes. C'est ça. Mais après, pas plus que ça. J'échange parfois avec des ministres et tout. Mais je sais pas pourquoi de me parler, mais c'est ça. Toute petite question. Est-ce qu'il vous arrive de prendre un verre avec les gens du Front National? Parce que vous êtes ensemble. Non, attendez. Mais le Front National, c'est un parti républicain. Parce qu'il est admis en France. Est-ce qu'il vous arrive d'échanger un peu avec eux, de prendre un verre? Jamais. Je ne m'adresse même pas de bonjour, moi. Et depuis le premier jour, hein, dès que je suis arrivé à l'Assemblée nationale, jamais dit bonjour. Les rapports avec la presse? Les rapports avec la presse, ça va. Vous faites des déjeuners, des dîners avec les journalistes? Je fais des déjeuners avec les journalistes, quelquefois. Et la presse m'aime bien, je sais pas, aussi. Je fais souvent BFM TV. C'est marrant parce que moi, par exemple, j'ai un événement particulier. Le jour où je me fais sur l'insulte raciste, j'avais créé, depuis ce moment-là, une boucle de communication. Et récemment, j'ai réactivé et j'ai vu que la boucle communication, j'avais arrêté de communiquer à partir de 2 novembre. Dès lors où j'ai subi l'insulte de novembre, j'ai arrêté de communiquer. Ça m'avait blasé, ce que j'avais subi à l'Assemblée nationale. J'avais ma photo partout dans les médias, etc. Il a subi l'insulte, etc. Après, j'avais eu un contre-feu. L'extrême droite qui avait dit non, mais il s'est fait insulter, mais M. Bilongo, il est raciste, il est antisémite, il est islamiste, etc. Il y avait eu plein d'articles dans les médias. Et à ce moment-là, moi, j'ai arrêté de communiquer en fait. J'avais mis en stand-by. Et c'est juste récemment que j'ai relancé ma communication, etc. Mais voilà, sans dis long, je fais jamais CNews par exemple. Ils m'ont invité une fois, après l'insulte, je n'avais pas été. Europe 1, ils m'invitent quelques fois, mais pareil, c'est le même groupe Bolloré. Quand Europe 1 m'invite, c'est quand il y a un conflit entre la Palestine et l'Israël, pour me dire en fait, vous êtes avec qui? Parce qu'en fait, dans ma circonscription, c'est l'ancienne de Pupponi, l'ancienne de DSK, et en fait, on a la particularité d'avoir une mini-Jérusalem dans ma circonscription. Donc, dès qu'il y a un conflit qui se passe en Palestine, en Israël, directement il est décuplé sur la circonscription.
Mais en général, même pas, les gens vivent tranquillement entre eux. Mais les médias, ils ont une facette à se dire, ça va exploser à Sarcelles, ça a déjà explosé une fois et tout, donc on veut la visibilité pour savoir vous êtes avec qui. Et l'Europe en général, c'est pour ça. Et moi, je réponds simplement que, dans mon bouquin, je le dis, moi je suis pour les résolutions de l'ONU sur cette situation-là. Donc il y a deux peuples, deux États, et j'ai pas à choisir, quoi. Je suis juste un député qui veut que tout le monde vive tranquillement. J'ai des amis de confession juive, des amis qui sont musulmans, des amis qui sont pro-Palestine, des amis qui sont pro-Israël. Et voilà, c'est ça la démocratie, quoi. Quand je vais être exposé ou non. Et j'ai décidé de moins communiquer, mais après si tu as des conseils, avec plaisir. Hein. Après tu peux venir militer aussi à la France Insoumise. C'est aussi un endroit où tu peux me croiser dans les tractages, sur les marchés, du collage. Vraiment avec le terrain et j'adore ça. Moi j'avais juste rajouté qu'il faudrait que les enseignants soient un minimum formés sur le développement de l'enfant, justement pour pouvoir accompagner ce cas de figure, parce que moi je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je pense que les enseignants doivent avoir au moins un minimum de formation sur le développement de l'enfant et ça je pense que c'est important. Oui, mais le temps de formation pour les enseignants, ils ne sont même pas. Non mais évidemment, mais ça j'en suis conscient. Moi j'en sors, on n'a pas de formation pédagogique, rien du tout. On nous balance complètement au pif en espérant qu'on survive aux premières années de stage. Il y a 50% de démissions au bout de 5 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça en fait? Ça sert à rien. En plus, en plus on n'a pas de psy EN, donc on n'a pas de psy pour les gamins, alors qu'est-ce que vous voulez faire pour des adultes? Moi, en m'envoyant en EREA, on m'a donné la clé de la classe la veille pour le lendemain. Il y a des enfants avec différentes pathologies, on m'a envoyé comme ça, moi j'ai toujours le lendemain. Et j'ai failli démissionner. Mais en fait les enfants sont tellement attachants, et je me suis dit non, en fait je ne peux pas les abandonner. Parce que déjà à la maison ils sont abandonnés. Et un petit m'a dit, ma mère elle m'a dit que je suis un sorcier. Tout le monde me dit que je suis un fou. Je me suis dit attends, je ne vais pas les abandonner. Et toute l'année j'ai tenu avec eux. Je mettais 1 heure et demie transport en commun pour arriver là-bas. En fait, c'était super attachant. Super attachant. Ils avaient tous les handicaps, tout le monde. Mais ils avaient des projets, hein, devenir président. Hein, ils me disaient, moi je vais devenir ça. Je me dis, mais c'était mal, je vais faire un BTS. Je dis, mais c'est sérieux? Et en fait, je me revoyais en eux. Je dis, attends, mais moi et tout, quand j'étais. Et ils ont de l'ambition. Et en fait, c'est aussi sa société. Aussi pour les inclure. Et moi, je ne suis pas d'accord. La société les met à l'égard comme ça dans les salles de classe. Et pour les parents, c'est super dur. Pour les parents, pour les enseignants, c'est super dur. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'est que, en fait, on n'a accès à rien. Il n'y a pas de psy pour les élèves, pas pour les enseignants. Et en fait, on laisse la société comme ça partir en roue libre. Mais tout pour le capital. C'est le 40 ou 50 fois avec lui, c'est J'avais des choses à vous dire, notamment, tout le monde est d'accord avec moi. Je me souviens que j'ai voté 2 fois France Insoumise au présidentiel. Du Kassai. Bien sûr, avec plaisir déjà. Merci pour votre présence. Alors,